Bonjour Fida, alors on te rejoint, enfin on t'accueille pardon sur la chaîne, on te rejoint de chez toi finalement, mais on t'accueille surtout sur la chaîne en fait pour ton livre Le choix laïque d'une intranquille, témoignage d'une franco-libanaise qui a été préfacé par Nadia Girt, qu'on a reçu également sur la chaîne. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui est aux éditions L'Harmattan. Donc un très très bon livre que je recommande à tous et vous allez comprendre pourquoi. Et bien justement en écoutant cet échange avec Fida, vous allez comprendre pourquoi il faut impérativement lire ce livre. Alors Fida, bonjour. Dans un premier temps, eh bien pour ceux qui ne te connaissent pas, je souhaiterais que tu te présentes un petit peu et puis peut-être après dans la continuité, eh bien que tu présentes un petit peu eh bien ce qui a présidé à l'écriture de ton livre. Bonjour. Bien. Bonjour, merci beaucoup Cyril. Merci donc de m'accueillir, comme tu dis. Alors donc moi je suis donc Fida, enfin Fida H, c'est comme ça c'est le nom que j'ai donné pour mon livre, donc c'est comme ça que je me présente. Actuellement je suis enseignante de mathématiques dans un collège. J'ai passé le CAPES il y a 3 4 ans en reconversion. Auparavant, je travaillais dans l'informatique, mais j'avais fait des études de maths, etc. Donc actuellement, je suis professeure dans l'éducation nationale. C'était un objectif de citoyenneté. J'avais envie de faire partie de cette aventure qu'est l'éducation nationale. Bah, parce que je trouve que la nouvelle génération est de moins en moins laïque et je me suis dit qu'en tant que prof de maths, je peux malgré tout éveiller les jeunes à la laïcité et Tu es en particulièrement. France, Fida? Tu travailles Comment? en France? Tu es Oui, en oui, France? oui, 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 complètement, D'accord. oui, oui. Éducation nationale française. Ok, Oui, oui, d'accord. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, donc je suis à Paris, enfin, j'habite à Paris, donc je suis à Paris. Donc, voilà, prof de maths, j'éveille un peu les élèves, surtout à l'égalité filles-garçons, qui parfois posent quelques problèmes à nos élèves. Et je considère que la laïcité est, au moins pour les jeunes, une porte ouverte pour l'égalité filles-garçons. Donc, moi, j'habite en France depuis une vingtaine d'années, un peu plus. Auparavant, donc je suis née au Liban et j'ai vécu au Liban. Et qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là? C'est en fait l'observation. Ah, là je vois quelqu'un d'autre. Donc l'observation des choses qui commencent à me déplaire de plus en plus dans ma vie de tous les jours. Et surtout le décryptage de certains discours politiques en France. En fait, avant d'écrire ce livre-là, j'ai essayé de sensibiliser les gens en leur disant, bon, bah voilà, il y a des choses qui vont moins bien, on a l'impression qu'il y a un retour en arrière, on a l'impression que la liberté de conscience, elle est de moins en moins totale, alors que la laïcité en France, comment dire, permet une liberté absolue de conscience. Et dans la liberté absolue de conscience, on peut imaginer il y a le blasphème, sauf il est remis en question, je trouve, malgré tout. Les attentats de Charlie Hebdo, ce n'est que ça, c'est-à-dire des gens qui considèrent qu'on a blasphémé leur religion et que donc on considère qu'on peut les tuer, bien que bien sûr tout le monde a condamné, mais certaines personnes considèrent qu'on est allé trop loin avec Charlie Hebdo. Donc en fait, la liberté totale et absolue de conscience permet le blasphème, il faut le rappeler, et la France est laïque de ce point de vue-là et permet la liberté totale de conscience. Puis il y a la liberté d'expression aussi, qui parfois elle est en difficulté, certains mots, etc. Bah voilà, je trouve que c'est moins bien. Je trouve que dans les années 90-2000, ben, il y avait une liberté d'expression plus importante et que de plus en plus, on grignote tout ça. Et je me dis jusqu'à quand on va grignoter. Donc c'est un témoignage d'abord, c'est pas un essai, mon livre. C'est pour cela il se lit même très bien. Je raconte en fait, en gros, deux migrations. Si avant je présentais le livre en un triptyque, le Liban, la laïcité et l'accueil d'un jeune Afghan. Aujourd'hui, j'ai envie de le présenter en tant que deux sujets qui se rejoignent. En fait, deux migrations, la mienne du Liban dans les années 90-2000 et comment la laïcité m'a émancipée et que je trouvais ça très beau en fait que la France offre et que la laïcité s'ouvre à tout le monde. Et l'accueil d'un jeune Afghan que nous avons accueilli chez nous il y a quelques années. Et je compare en fait, je me dis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, eh bien, les gens ne voient pas en la laïcité une ouverture, une émancipation, une générosité et qu'on se retrouve à l'attaquer. Et je trouve ça dommage et j'essaye voilà, de promouvoir en fait la laïcité à la française, qui n'est qu'une émancipation. Voilà, c'est Alors, vraiment le mot d'ordre, c'est l'émancipation. tout à Voilà. fait. Alors, la première question qui me vient avant de passer vraiment au livre et aux deux points que tu as mis en avant,
Ouais. J'aimerais savoir qu'est-ce qui, toi, t'a aidé précisément, même si tu as commencé à en parler un petit peu, mais savoir ce qui tout de suite t'a plu, toi, précisément, dans la laïcité telle qu'elle est pratiquée en France, et ce qui t'a émancipé. Tu as parlé plusieurs fois d'émancipation dans ton propos introductif, et c'est vrai que l'émancipation, c'est quelque chose dont on parle souvent en France, qui n'est pas forcément toujours effectif désormais, hein, tu en parlais également. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis dans la laïcité, eh bien, de t'émanciper, en fait? Oui, bah, merci pour cette question. C'est vraiment le cœur, hein, finalement, de mon livre. Mais en fait, comme le déterminisme social qu'on combat tout le temps en France, et c'est très bien, hein, il faut absolument combattre le déterminisme social, il y a le déterminisme religieux, voire culturel. Et la laïcité permet de combattre, entre guillemets, si on a envie, le déterminisme religieux et culturel. Quand je dis culturel, dans le sens religieux, c'est-à-dire la culture musulmane, etc. Donc moi, je viens d'une famille musulmane. Alors, j'avais un père un peu atypique qui était assez laïque et un peu athée, même si le mot ne pouvait pas correspondre au Liban, avec une mère assez conservatrice. N'empêche que la société était musulmane et que donc comment dire, sans même le vouloir, enfin, je veux dire, 20 ans de société musulmane, forcément, ça forge une culture intérieure avec pas mal d'interdits, etc. Donc, bon, en arrivant en France, je me dis, bah tiens, et pourquoi en fait je m'interdis de faire ça? Et pourquoi je m'interdis de penser à ça? Après tout, c'est quand même bien la liberté d'expression. Après tout, c'est bien l'égalité filles-garçons, qui n'est pas tout à fait dans la culture musulmane, elle n'est pas, franchement, elle n'est pas du tout prévue comme à la française. C'est simple, moi j'entendais souvent ma mère disait ben, un garçon vaut deux fois une fille, même si évidemment elle aimait ses filles comme elle aimait ses garçons, mais cette phrase revenait souvent. Et ben en fait, en arrivant en France, je me dis, bah attends, il faut être fou pour ne pas aimer l'égalité filles-garçons. Il faut être fou pour ne pas aimer la liberté d'expression pour tous. Il faut être fou pour ne pas se dire, bah tiens, si j'ai pas envie de rester musulmane, bah, j'ai le droit de changer. Donc à partir de là, c'est pas venu en 2 secondes, ça m'a pris un peu de temps, mais petit à petit, je voyais une ouverture, des possibles. Et voilà ce qui m'a plu dans cette laïcité qui accueille tout le monde. C'est comme ça que je vois. C'est un accueil inconditionnel. Donc, Euh, si je résume, en fait, la laïcité, c'est ce qui permet à des personnes qui viennent d'autres civilisations, d'autres cultures et d'autres religions, eh bien, d'accéder au même possible que les Français en France, justement, en fait, en cherchant par l'intellect, en cherchant par la connaissance à émanciper les nouvelles populations qui arrivent en France. C'est comme ça que tu l'as Complètement. perçu. Oui, oui, complètement, complètement. Émancipé pas par la force, hein, justement par le vécu, c'est-à-dire on est là, on partage par le partage en fait. C'est-à-dire évidemment les premiers mois c'est toujours un peu difficile, c'est pas une confrontation civilisationnelle, mais voilà, il faut le temps de s'adapter. Mais moi je trouve il faut encourager tout le monde, tous les nouveaux venus à profiter, à bénéficier de ça et ne pas se cantonner à se dire ah non moi je suis là, je reste comme je suis venu, je profite juste de pouvoir travailler, peut-être de pouvoir envoyer mes enfants à l'école, mais parce que c'est un bénéfice pour tout le monde. Ce n'est qu'un avantage, à aucun moment un désavantage. C'est comme ça que je le vois, moi. Donc, et j'encourage tout le monde à en bénéficier. Alors, c'est une question qui venait plus tard, mais finalement, tu as commencé à en parler un peu, donc je vais te poser la Ouais. question avant. Beaucoup, dont je suis d'ailleurs, mais il ne s'agit pas ici d'un débat, je ne vais pas débattre avec toi, je voudrais juste ton sentiment là-dessus, Oui, de savoir en fait ce que tu penses de ceux qui, comme moi je le disais, voient l'islam pas seulement comme une religion, mais voient l'islam comme une civilisation. En ce sens que même des personnes qui viennent d'ère civilisationnelle islamique, quand elles sont même athées, on voit qu'il y a quand même en fait des marqueurs civilisationnels qui sont en frottement quand ils arrivent en terre chrétienne, en civilisation chrétienne. Et est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quand même des frottements, même si on ne parle pas forcément de la guerre des civilisations, le truc qui fait peur, même si au niveau géopolitique on peut se poser quand même la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de cet ordre, si c'est pas civilisation, si tu préfères l'appeler culture, si tu préfères l'appeler mœurs, us et coutumes, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui fait que bah, quand on traverse la frontière, en fait, il n'y a pas un formatage qui fait repartir notre cerveau à zéro et qu'on arrive quand même avec une manière de voir le monde, une manière d'envisager la famille, une manière d'envisager les femmes, une manière d'envisager les hommes, une manière d'envisager finalement eh bien, la vie dans son ensemble. Euh,
Alors, clairement, je ne suis pas historienne des religions, donc je ne voudrais pas trop m'avancer sur des termes un peu Non, compliqués. mais juste ton sentiment, en Bien sûr, fait, bien hein, c'est sûr. vraiment. Ouais, Oui, ouais. oui, complètement, complètement. Alors, euh, ce qui est sûr, hein, c'est que l'islam peut être politique, ça c'est certain, et que l'islamisme, c'est l'islam politique, ce n'est que ça, c'est-à-dire vouloir, comment dire, régenter la cité avec un grand C. Donc c'est un objectif politique pour certains islamistes ou certains tenants de l'islam politique. Donc clairement, l'islam, contrairement à la religion chrétienne que je côtoie depuis maintenant vingtaine, 30 ans en France, eh bien, aime régenter le tout. Et d'ailleurs, il ne se cache pas. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, j'ai revu un témoignage du grand-père de Tarek Ramadan qui disait, et c'est incroyable, il utilisait le mot inclusif, il disait que l'islam était inclusif, il s'intéresse à tout, il s'occupe de tout, du vêtement, de l'alimentation, des relations humaines, des relations relationnelles, du travail, etc. Donc oui, il y a cette Le idée dans grand-père, l'islam politique. Pardon? pardonne-moi, Oui, non, pardonne-moi, je te mets oui, juste une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. oui. Le grand-père Tariq Ramadan, qui est le créateur Des frères musulmans en des Égypte. frères musulmans, voilà, Oui, c'est alors c'est important. pas forcément Al-Banna, ou alors le grand-oncle, mais en tout cas, oui, merci de la précision. Ouais, c'est vrai que je pars de principe, il a tellement été connu à un moment donné, le Tariq Ramadan, que. Donc oui, il y a cette idée-là de vouloir régenter la totalité de notre vie. Et ça, c'est ça ce que je combats, en fait. Après, quelqu'un qui a envie de prier chez lui ou voir à la mosquée, tout ça, moi, ça ne me dérange pas, même si c'est en France ou en Europe. L'idée de régenter la cité, c'est un objectif de la culture de la religion islamique, c'est-à-dire la religion musulmane et prosélytique. C'est-à-dire c'est même un devoir. Moi, quand j'étais au Liban et que j'apprenais ça, je trouvais même ça bien. C'est-à-dire conquérir des nouveaux territoires, c'est un objectif. Peut-être plus maintenant, mais à l'origine, c'est un objectif et c'est même un objectif noble. C'est pas forcément conquérir par la force, c'est conquérir par le prosélytisme classique, etc. Ça fait partie des devoirs presque des musulmans. Maintenant, en fait, ce qui m'a un peu surpris dans ce que tu as dit, tu as dit que même un musulman athée, non, clairement, un musulman athée peut se débarrasser totalement de cette culture, de cette culture prosélytique, etc. On peut, moi, je ne sais pas si je suis athée ou pas, clairement, je suis laïque. En tant que musulmane ou quelqu'un de culture musulmane, je n'ai aucun souci et j'en connais plein comme moi. Donc, dire que c'est impossible, non. Dire que c'est difficile, pour certains, oui. Tout dépend d'où on vient. Clairement, par exemple, moi, j'ai accueilli un jeune Afghan qui vient d'Afghanistan. Ben, le chemin est très long pour s'adapter à la laïcité française, voire à la culture franco-française. Il faut Il est peut-être le plus long. vouloir aussi. Il Il faut faut le peut-être le vouloir. vouloir, et il faut les accompagner, il faut les guider, entre guillemets, sans être maternaliste ou paternaliste. Il faut les guider. C'est-à-dire le chemin est plus long quand on vient d'Afghanistan que quand on vient du Liban, qui a été à un moment donné francophone. Et même les pays arabes, certains pays ont été laïcs à un moment donné. On peut imaginer l'Irak, sans parler de la laïcité à la française. Même la Syrie, malheureusement, aujourd'hui, elle s'empêtre dans un monde islamique à nouveau. Donc, tout dépend d'où on vient, tout dépend, comme vous dites, de la volonté et de l'accompagnement, et surtout du discours qu'on doit tenir, nous, en tant que Français. Enfin, moi, maintenant, je parle en tant que Française, là, pour le coup, c'est-à-dire les nouveaux arrivés, ben, il faut leur dire, voilà ce qu'on vous offre de plus beau, d'ailleurs. C'est la laïcité, c'est cette idée de pouvoir s'émanciper. Si tu veux rester comme tu peux, mais si tu peux changer, c'est encore mieux pour tout le monde, je pense. Donc, euh, donc oui, c'est plus difficile. Clairement, il est plus difficile de s'intégrer quand on vient d'Afghanistan, quand on vient d'Italie. Il faut pas être dans le déni et raconter n'importe quoi. Clairement, c'est plus difficile et je l'ai vécu. Bien que le jeune homme que j'ai accueilli, qui est venu d'Afghanistan, il s'en sort aujourd'hui, il vit bien, enfin, il respecte les lois, mais il y a eu beaucoup de travail. C'est pas évident, c'est pas évident. Voilà ce que je pense de cette affaire. Ouais, d'accord. Eh bien, ouais, écoute, Oui, merci de nous avoir répondu. Et c'est vrai que tu le dis toi-même, après on clôturera avec ce sujet parce que c'est pas le sujet de ton livre, mais c'est vrai que tu le dis toi-même, entre un Italien qui vit en France ou un Portugais qui vit en France, c'est pas pareil qu'un Saoudien qui vient vivre en France, qu'un Afghan qui vient vivre en France. Ce qui montre non. bien qu'il y a quand même des aspects civilisationnels qui font que nous sommes plus proches d'un Italien que Ah d'un bah, mais Chrétien qui va. complètement, et franchement, et la question, elle n'est pas là, elle n'est plus là, parce que de toute façon, il y a de moins en moins d'Italiens qui viennent, mais oui, clairement, et ça serait un peu bête et franchement, et surtout hypocrite de dire le contraire. Maintenant, Non, voilà, moi, je suis. pourquoi? Je t'explique pourquoi je dis Oui, ça, parce que en oui, fait, très souvent, on a des gens qui nous disent non, mais en fait, c'est de notre faute à nous si on n'arrive pas à intégrer, c'est nous, les Occidentaux. On aime bien s'auto-flageller en ce moment, hein, c'est à la oui, mode.
c'est dans l'air du temps. Et en fait, c'est non, c'est peut-être que juste déjà au niveau du nombre, il y en a peut-être beaucoup qui viennent, et puis que c'est peut-être aussi plus dur pour certaines populations, parce que on ne peut pas s'empêcher de voir que la laïcité telle qu'elle est vécue, en tout cas en France, c'est-à-dire la séparation du temporel, du spirituel, et le fait de respecter toute forme de croyance tant qu'elle ne vient pas faire la loi en politique, c'est quelque chose qui n'existe qu'en terre chrétienne. Je veux dire, on le voit. Tu as parlé tout à l'heure de la laïcité, oui, comme on a pu la voir sous le Shah d'Iran, peut-être en Irak, mais ce sont des laïcités dictatoriales quand même. C'était quand Oui, même oui, quelque oui, chose qui complètement. n'a, voilà, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit chez nous en terre chrétienne. C'est pour ça qu'il y a quand même un frottement à ce niveau et que j'insiste un peu là-dessus. Mais voilà, Oui, le but, juste, oui, oui. Alors, vas-y, bah, moi, vas-y. j'ai de la chance d'être franco-libanaise, pas tout à fait française, donc je peux ne pas m'auto-flageller. Et c'est vrai qu'il est plus simple pour moi. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai un peu cet avantage sur vous, malheureusement pour vous, et je trouve ça tellement triste et tellement dommage et hypocrite de non, tout le monde ne doit pas s'auto-flageller. Les Français n'ont pas à s'auto-flageller comme ça en général. Bon, bah, il y a eu le colonialisme, il y a eu ceci, cela, d'accord, mais à un moment donné, non, on va pas s'auto. Et moi, en tant que Libanaise, puisque quand même je suis surtout libanaise, je suis née au Liban avant d'être française, je ne m'autoflagelle absolument pas en parlant de ce sujet-là. Je n'ai pas quitté le Liban pour revivre les interdits ici. C'est clair et net. Voilà, donc moi je peux le dire, moi je n'ai pas quitté le Liban pour revivre des illicites ici. Moi le mot illicite me fait sortir de mes gonds. C'est juste insupportable. Il y a l'illégal, c'est tout, en France. C'est ce que je pense. Il y a la Et, loi et tout simplement la loi et pas et l'illicite. justement, d'accord. Et justement, pour repartir sur quelque chose de plus Oui, positif, oui, qu'est-ce que tu pourras nous dire? Parce qu'on on parle du choix laïque d'une intranquille, donc il y a quand même un choix de ta part. Et ouais. qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que bah, finalement d'autres comprennent eh bien, finalement, le choix que tu as fait pour la culture et ouais, la culture émancipatoire française, comment leur faire envie? Parce que tu le sais, je t'apprends rien, tu travailles dedans, je t'apprends rien. Il y a des gens qui vont te dire, non, mais moi, je reste comme je suis, ma femme, elle aura le voile, ma fille, elle aura le voile, mon garçon sera prosélyte, ce sera un guerrier, il ressemblera à Saladin. J'exagère, je pousse le trait, mais Oui, tu tu vois, pousses le trait. Oui, pousse le et trait, ben, mais c'est pour te faire comprendre. oui. Ce que je veux dire par là, et pour que ce soit saillant, c'est qu'on a des gens qui clairement viennent en Occident, mais ne veulent pas s'intégrer, ne veulent pas s'assimiler, ne veulent même pas entendre parler de nos valeurs et de notre culture. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux pour les attirer, non pas dans une forme de manipulation, mais leur dire, regardez tout ce que vous perdez si vous faites pas le même choix que moi, en gros. Mm. Bah, en fait, dans le mot intranquille, il y a plusieurs choses et malheureusement, il y a aussi la guerre. C'est-à-dire, moi, je pousse pas à parler d'une possible guerre civile ou autre, mais c'est-à-dire, moi, dans mon intranquillité, il y a plusieurs choses. Il y a la perte des droits qu'on a acquis, nous, les femmes, etc., ici en France, clairement, c'est un peu ça, mon intranquillité en tant que femme, mais aussi voir je veux dire, bah, déjà, quand on regarde le conflit israélo-palestinien, comment il s'importe ici en France, comment il est traité en France, comment cette polarisation, comment la haine, ben la haine en fait, c'est ça. Je veux dire, a priori, si on est vraiment laïque, on est moins haineux. Je veux dire, la laïcité accueille tout le monde. Il y a déjà beaucoup moins de haine dans la laïcité qu'ailleurs. Donc moi, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Je voudrais une conclusion plutôt positive. Je veux dire, déjà, je m'adresse aux femmes. Ben, enfin, franchement, pourquoi ne pas profiter de tous les droits que la France et la laïcité à la française peuvent vous offrir? La servitude volontaire, je peux la comprendre, mais à un moment donné, on peut en sortir aussi. Donc, je ne fais que absolument pas de la manipulation. Justement, c'est une ode en fait. C'est pas genre, c'est pas une menace. C'est une ode à la laïcité, à la liberté. Euh, Après, moi, ce que je considère, c'est les gens sont malgré tout, eux, manipulés. Ceux qui veulent absolument rester dans cette servitude volontaire, ils sont manipulés clairement par une force que j'ai pas envie de nommer aujourd'hui, mais que tout le monde peut savoir. L'islam politique, ça tombe pas du ciel. Et donc, moi, les jeunes, je les ai à l'école et j'essaye un peu de, voilà, je me confronte aux jeunes et je vois bien cette histoire d'identité, ça peut se régler avec les jeunes. Moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est un peu ceux qui arrivent, comme tu dis, enfin les hommes plutôt, hein. Moi, c'est les femmes et les gamins. Je pense qu'on va pouvoir les orienter autrement. C'est-à-dire les gamins, quand je leur dis, bah, la laïcité offre une liberté, toi, si finalement il n'y a pas de laïcité demain, ton père peut t'obliger à faire ceci ou cela, surtout les filles, par exemple, à te marier, enfin, il y a le tuteur dans l'islam, est-ce que tu as envie d'avoir un tuteur? Donc, il y a tout ça. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin. C'est juste rappeler. En fait, il faudrait que les hommes politiques de gauche et de droite rappellent à quel point c'est une
émancipation, c'est une générosité, c'est un plaisir, c'est une liberté, c'est une égalité, c'est tout ça. Il suffit que les hommes politiques qui nous gouvernent, les élus, rappellent cela sans aucune manipulation. Dire la vérité, les gens ne savent pas que c'est une ouverture pour eux. Les gens ne savent pas eux-mêmes, là, les musulmans qui finalement, comment dire, profitent de leur religion en France, c'est aussi la laïcité qu'il permet, c'est-à-dire la laïcité aussi garantit la liberté de croyance, toute la liberté, toute. Voilà, donc elle permet ça, mais elle permet aussi autre chose. Faut s'ouvrir, c'est tout simplement ça. Donc, Exactement, c'est ce que et tu le dis. jeune homme afghan, il est tout à fait sur ma ligne maintenant, il est tout à fait d'accord avec moi, il vit pleinement sa vie en France. Ça ne veut pas dire qu'il a renié son histoire, etc. Ça veut dire qu'il est là pour beaucoup de temps. À mon avis, il ne retournera pas de sitôt, hein. Je veux dire, personne n'a envie de rentrer en Afghanistan. Et en attendant, bah voilà, évidemment qu'il respecte la loi, ça c'est sûr. Mais même, il essaye, voilà, il essaye, et ça marche petit à petit, de s'ouvrir, de se dire, bah voilà, la France m'offre ça, bah, je vais en profiter, tout simplement. Ouais, bien sûr, je comprends. Justement, tu en parlais, tu parlais de l'école et tu disais que bah, finalement, on peut arriver à changer les gamins et à les faire. Parce qu'on voit aujourd'hui, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, en France, on voit clairement une résurgence de l'identitarisme, des gens qui se replient sur leurs identités, sur des identités particulières, et on voit un retour aux identités religieuses. C'est même chiffré par, je crois que c'était l'INSEE qui avait chiffré ça qui montrait qu'en fait, il y avait de moins en moins d'enfants, de gamins qui sont laïcs à l'école française, Oui, oui, de plus en plus de gamins qui comprennent pas qu'on interdise le voile au collège ou même en école primaire. Là, c'est encore plus grave, mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que la laïcité, elle est quand même dans la tête de nos enfants en net recul. Au-delà du constat, comment tu ferais toi, puisque tu y es arrivé avec le jeune Afghan dont tu nous parles, et puis je pense que tu as comment dire, des cartes et des cartes en main pour faire aimer la laïcité à ces gamins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement ils reviennent à cette laïcité universaliste française, pour qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt? oui. Alors oui, clairement, avec le jeune Afghan, j'ai plus ou moins réussi, mais c'était un travail de longue haleine de un an. Je compte pas recommencer. Il n'est plus question d'accueillir pendant un an qui que ce soit. C'est beaucoup de boulot, mais l'idée, elle était là. Maintenant, pour l'école ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, on pensait que la laïcité était acquise, puisque voilà, puisque en fait, c'était voilà. Peut-être comment dire, comme tu disais tout à l'heure, les Italiens, pourtant ils étaient hyper catholiques, etc., ont pu intégrer facilement la laïcité que les nouveaux venus des pays musulmans. Et que donc, à l'école, on avait à peu près délaissé ce sujet-là. C'est-à-dire, en histoire, géo, on n'en parle pas assez parce qu'on a pensé que ça y est, que la France était laïque depuis 100 ans. D'ailleurs, en fait, les 120 ans de la loi 1905. Donc, on pensait que c'était un acquis, comment dire, pérenne, absolument pas en danger. Sauf qu'on s'est rendu compte, bah, c'est un peu, bah, les gens n'ont pas anticipé, que peut-être à ce point préparé et que peut-être pendant longtemps dans les écoles, on a négligé et que peut-être il faut revoir les programmes. La dernière fois, je suis allée voir, écouter Rhys comment on appelle ça, Rhys de Charlie Hebdo, enfin, bien sûr. Il a dit un truc vraiment hyper intéressant. Il a dit que lui, il a appris la laïcité en apprenant l'histoire géo. C'est-à-dire quand on apprend les guerres et que les guerres religieuses, etc., ben, on n'a qu'à insister, Ben, vous voyez, la si je peux laïcité te mettre, permet, oui, si je peux permet te de mettre ne pas faire ça. Oui, Si je peux te mettre une parenthèse, parce que justement, j'allais y venir, c'est que effectivement, je comprends qu'on comprenne la laïcité française à l'aune de l'histoire, tout simplement parce que la laïcité française ne date pas de 1905 pour moi. La loi de 1905 est une loi de séparation qui ne contient oui, pas une seule fois le c'est mot bien laïc. avant. Oui, C'est-à-dire que la laïcité, certains la font remonter à Montaigne et certains oui, la font remonter au traité de Westphalie. Le traité de Westphalie qui signifie pour la première fois au monde, il faut quand même qu'on entende oui, ça, la première fois au oui, monde, que des nations se disent, bon, maintenant, on va plus faire la guerre au nom de la religion, on va laisser chaque pays, en fait. Parce qu'avant, il y avait des guerres de religion, c'est-à-dire que hum, en Occident, on disait, bon, bah, toi, t'es protestant, dès qu'on en aura les moyens, on va te faire la guerre, et puis oui, on va faire en sorte que tu sois catholique, etc. Et avec le traité de Westphalie,
Eh bien, en Occident, pour la première fois, on a dit c'est terminé, on ne se fait plus de guerre pour les religions, que chacun dans son État et dans son pays pratique la religion qu'il souhaite. Et en fait, la laïcité a cheminé depuis le traité de Westphalie jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la loi de 1905 est une conséquence de la laïcité, c'est clair, mais elle ne résume pas la laïcité, qui est le résultat finalement de 500 ans d'histoire, et c'est 500 ans d'histoire que l'islam n'a pas. Oui, C'est ça. oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Clairement, la loi 1905, moi j'allais remonter à plutôt à 1800, mais tu as raison, bien plus tôt, il y a eu des tentatives. En tout cas, la France, ça fait très longtemps qu'elle essaye et elle y a réussi. Je veux dire, moi je parle depuis 1905, à part la parenthèse de la Deuxième Guerre mondiale, qui était un conflit mondial, n'est pas le fait des Français, on a eu 120 ans de pas de guerre, de tranquillité pacifiste et pacifique. Donc, clairement, ce qui disait Riz, c'est que lui, il a appris la laïcité. Apparemment, le prof, quand il a expliqué les guerres de religion, il a fait, vous voyez, avec la laïcité, bah, déjà, on n'a plus ça. Les protestants vont pas tuer vont pas égorger les catholiques, etc. Donc, oui, parfois, il suffit que les profs, alors malheureusement, les profs, voilà, c'est en fait, il y a eu, on va dire, comme une page blanche pendant 20 ans. Les gens, ils ont pensé que ça y est, la laïcité, c'était forcément, comment dire, marqué dans le marbre. Malheureusement, non. En tout cas, voilà. Il faut recommencer ce travail de longue haleine, mais on doit le faire. On doit le faire. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est nécessaire. Est-ce que tu penses, pour aller dans la continuité du sujet, qu'il y a, alors je le dis parce que, bah, par exemple, la semaine dernière, j'ai interviewé, enfin j'ai eu un entretien plus qu'une interview, un peu comme avec toi, avec Fatia Boudjala, je ne sais pas si tu la connais, Oui, oui, bien sûr. et, et elle nous disait qu'il y a quand même aussi un petit peu d'oisiveté des professeurs et un petit peu de lâcheté aussi quand même, hein, et puis un petit peu d'inculture aussi, c'est-à-dire un Oui. niveau qui baisse quand même aussi. Oui, alors, oh là là, je ne veux pas critiquer mes collègues, mais clairement, j'étais un peu déçue, entre guillemets. Alors, je dirais pas à leur niveau, enfin voilà, académique, non, mais clairement, oui, je m'attendais à, je sais pas moi, dans le temps, les profs, les enfants des profs, enfin, les révolutionnaires, les hussards, les noirs, les hussards noirs de la République. Oui, c'est pas une communauté très, très laïque. En tout cas, ils ne sont pas actifs là-dedans. Clairement, la nouvelle génération ne l'est pas trop, pas du tout parfois. Alors, pour 10 000 raisons, peut-être parce qu'ils pensaient que c'était un non-sujet, ils n'arrivent pas à connecter. En fait, moi, ce que je remarque, que même mes amis français, enfin franco-libanais, français, toutes sortes de, enfin tout le monde, hein, moi je ne fais pas de différence, ils ne connectent pas les choses. Ils ont l'impression que tout ce qui se passe, c'est des phénomènes, comment dire, individuels, pas du tout. En fait, ils voient pas, ils comprennent pas. Je dirais pas qu'ils comprennent pas, ils veulent pas voir, ils ne connectent pas les choses. Donc, par exemple, Samuel Paty, oui, moi je connais des profs qui n'ont pas fait la minute de silence pour le 3e anniversaire de la décapitation de Samuel Paty. Alors, par peur de stigmatiser, par peur de malcompréhension, par peur de 10 000 choses, je ne connais pas les intentions. Le résultat, il est là. Donc oui, je les invite à être moins hypocrites, à être moins peureux, à être moins lâches et être plus affirmatifs dans l'amour de la laïcité. On ne stigmatise personne. Les gens s'auto-stigmatisent. Moi, je stigmatise personne quand je fais une minute de silence de Samuel Paty. Si un gamin ou une gamine se stigmatise, c'est que peut-être elle entend des choses chez elle et que peut-être il faudrait que je discute avec elle. On ne stigmatise personne. Donc, oui, c'est pas un monde. Oui, en fait, c'est à l'image des Français, finalement. Les profs voilà, ils sont de moins en moins laïques. Mais pour 10 000 raisons, c'est pas parce qu'ils sont contre la laïcité, mais parce qu'ils pensent que l'école publique accueille tout le monde. Mais évidemment qu'elle accueille tout le monde, mais elle instruit tout le monde surtout. Et elle éduque tout le monde. Il faut éduquer les gens à la laïcité. Voilà. Mais oui, Ouais, oui, c'est oui. ça. J'allais le dire parce que la laïcité, mine de rien, et c'est peut-être son défaut par rapport aux religions, c'est que comprendre les préceptes d'une religion, c'est assez simple et facile, hein. Spinoza le disait, peu sont capables de former une éthique par eux-mêmes, tous sont capables d'obéir. Et Oui. c'est-à-dire que la laïcité est un concept rigoureux qui, comme tu le disais, n'est plus enseigné ni aux professeurs et du coup, par ricochet, aux élèves. Et ce concept est rigoureux, il est compliqué à comprendre. Et c'est vrai que plus personne fait vraiment l'effort de comprendre ce qu'il est. Et puis, que penses-tu de ceux qui nous disent que finalement, la laïcité, l'universalisme, le féminisme, tout ça, c'est des trucs de blanc, trucs colonial. Oui, bon, bah, alors, C'est quand même un sujet bah, qu'on écoute oui, souvent. oui, oui, on l'écoute souvent, c'est un peu bête. Franchement, c'est un peu bête. Justement, je trouve ça condescendant.
Je trouve ça condescendant. Moi, je trouve que, voilà, comme la langue Complètement. française appartient à tout le monde, à Boualem Sansal a commencé, et ben, la laïcité appartient à tout le monde aussi. Et je trouve ça condescendant. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Moi, pendant très longtemps, enfin très longtemps, non, pendant 2 ans, on va dire, j'ai milité, entre guillemets, avec les ELV, les écologistes, et parfois, j'entendais des discours, eux, ils pensent des discours bienveillants, mais dans la bienveillance, c'est beaucoup de condescendance. Ben, en fait, non, je veux dire, on a un cerveau aussi, nous, même, je veux dire, moi, clairement, je suis déconstruite totalement, mais il y a beaucoup de Libanais qui ne sont pas aussi déconstruits que moi, qui pourraient comprendre la laïcité et peut-être d'autres gens. Je trouve ça condescendant à force de faire croire qu'on est très différent, que les Blancs. Mais non, 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 pas du tout. Moi, je m'appelle Fida, un prénom bien libanais, bien arabe, et Fatia également. On n'est pas forcément blanc. Bon, moi, je ne me considère pas comme racisée, mais pour beaucoup de gens, je le suis. Donc, allez, j'en profite, je le dis. Et je considère que la laïcité, c'est en haut des principes émancipateurs, euh, généreux, antiracistes. L'antiracisme et la laïcité vont de pair, clairement, justement. L'antiracisme, c'est ça, c'est l'universalisme. Non, non, ils savent pas quoi dire. Ils finissent par dire cette phrase-là. Et moi, je vois beaucoup de condescendance là-dedans, sincèrement, sans vraiment. Ignorance et condescendance, ils ont qu'à choisir. Voilà. Effectivement, c'est condescendant. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'écoute dire, tu me diras ce que tu en penses, mais quand j'écoute dire que la laïcité, c'est un concept, ou l'universalisme, qui est encore plus mal compris, Oui, que c'est un truc de blanc, ou que c'est comme si j'écoutais que les mathématiques, c'est un truc de blanc, en fait. Tu sais, ouais, comme si ouais. j'écoutais que la science physique est un truc de blanc. Non, c'est un En fait, truc universel. mais oui, c'est incroyable parce qu'en fait, ils se desservent, c'est-à-dire en disant ça, c'est-à-dire en fait, eux-mêmes, ils s'auto-stigmatisent, eux-mêmes, enfin, je sais pas, eux-mêmes, hein, les gens s'auto-stigmatisent, je veux dire, tout est accessible à tout le monde, je veux dire, à partir de là, je ne vois pas, voilà, enfin, je ne comprends pas c'est franchement pas du tout, il faudrait, non, non, moi, je ne trouve aucune légitimité à ce propos-là, mais même pas un mini-exemple. Déjà, historiquement parlant, il y a eu la Turquie et puis il y a plein d'autres pays. Pour vous dire, le mot laïcité en arabe peut se traduire avec 2 mots. Il y a eu débat et les deux m'intéressent. On dit alamaniya, donc ça vient du monde, c'est l'idée, voilà, l'universalisme. Même en arabe, on a ramené dans laïcité le mot monde, donc univers. On est humain avant tout. Voilà, c'est simple, on est humain avant tout, pas dans le sens humain animal, mais ça veut dire citoyen, dans le sens on habite la cité, qu'on soit habitant, résident, citoyen. On est humain d'abord, on est citoyen, on est du monde. C'est ça, Halamaniya en arabe, laïcité. Ou Helmaniya qui vient de la science, c'est-à-dire la raison, la rationalité. On oublie tout ça. Je veux dire, comment on va former des mathématiciens, des scientifiques, des biologistes en expliquant que en fait, Dieu préside à tout. À un moment donné, on peut croire, etc. La foi reste chez soi. La foi, elle n'est pas dans les apprentissages. Elle n'est pas dans les savoirs. Elle est dans les croyances. C'est deux choses différentes. Et la laïcité, c'est aussi ça. Et on l'oublie beaucoup. Moi, je suis scientifique, alors je suis prof de maths. Mais même sans être prof de maths, je veux dire, à un moment donné, les savoirs, ce ne sont pas les croyances. C'est 2 mondes différents. Et je sens que pour certains, il va falloir les mélanger. C'est aussi ça, la laïcité, la séparation de la foi et des savoirs. Et ça, c'est très important. C'est très Tout à important fait. pour former notre Justement. nouvelle génération. Tout à fait. Et justement, est-ce que à l'école, on n'est pas quand même dans un relativisme philosophique qui fait que tout est égal à tout? On est quand même, malgré tout, si on veut critiquer la France, on est dans le pays qui croit que une fille peut naître dans un corps de garçon en l'absence de toute preuve scientifique et Oui. inversement. C'est-à-dire qu'on a des religions sans Dieu maintenant. On croit que quelqu'un peut se sentir lézard. On croit que quelqu'un peut se sentir. On a quand même cette civilisation-là. Et quand comme tu le faisais, quand on met plus de hiérarchie entre croire et savoir, mais finalement, on croit n'importe quoi et le savoir n'a plus de valeur et du coup, tout devient relatif et du coup, finalement, on aboutit à la question suivante que je voudrais te poser, c'est que le voile est aussi une émancipation. On a des gens qui arrivent à nous dire que le voile islamique est aussi une émancipation. Qu'en penses-tu? C'est des hypocrites au moins, des islamistes au pire. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est soit hypocrite, soit islamiste. Genre, après, voilà, l'échelle, elle est longue et ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les deux, hypocrites et islamistes. Eux-mêmes, ils ne croient pas à leur truc, mais ils veulent faire. Le voile est un étendard. C'est simple, est un étendard. Moi, il m'arrive, si je vais dans une mosquée,
bah, de mettre le voile pour pouvoir entrer dans la mosquée. J'ai pas de souci. Je suis pas, je suis allergique au voile en tant qu'oppression, clairement, très très allergique. Tu as dû le constater dans mon livre. J'ai consacré quelques pages un peu croustillantes. Maintenant, voilà. N'empêche que dans la rue, ok, vouloir, vouloir absolument le mettre, c'est islamiste. C'est-à-dire, la dernière fois, moi, je suis partie du collectif Laïcité Yallah. C'est un collectif en Belgique, à Bruxelles. C'est pour les. Bon, voilà. Et sa présidente, elle s'appelle Jamila Benhabib, qui est très intéressante, qui a écrit pas mal de livres sur ce sujet. Qu'on a Ne pas. reçu sur la chaîne également, ouais, Ah ben d'ailleurs. voilà, ne pas vouloir retirer son voile pour enseigner, c'est islamiste. C'est-à-dire, à un moment donné, non, je veux dire, on ne n'est pas voilé. On ne n'est pas voilé. Je veux dire, on est femme, clairement, ou on ne n'est pas femme, on le devient. On est fille ou garçon, ça encore, mais on ne n'est pas voilé. Et l'idée que le voile est inséparable des cheveux, c'est mettre le voile, le retirer, le remettre, c'est une chose. Considérer qu'on peut jamais l'enlever, c'est vraiment islamiste. C'est ça ce que j'appelle islamiste, c'est-à-dire étendard, c'est-à-dire ostentatoire, c'est-à-dire le voile avant tout. Et ça, c'est non, c'est absolument pas une émancipation, c'est juste fou de vouloir dire ça. Et bientôt pour les fillettes aussi, c'est une émancipation. Où va-t-on et jusqu'où? Moi, je veux bien. Là, par exemple, à Bruxelles, dans Bruxelles même, parce qu'ils ont un monde, ils ont pas les, c'est un peu comme une sorte de, pas de fédération, ça s'avère, ils peuvent décider localement de certaines choses. C'est plus autoriser les filles à venir à voiler, maintenant autoriser les profs. Et bientôt quoi? C'est exactement obliger les. Je n'ai pas bien compris. La limite, elle est où? Non, le voile n'est absolument pas une émancipation. L'émancipation, c'est de pouvoir sortir les cheveux à l'air, clairement. C'est ça, l'émancipation. Non. Je peux même pas imaginer pourquoi ils disent ça, si ce n'est pour un projet politique, sincèrement. Qu'on puisse défendre les femmes d'un certain âge qui, pendant très longtemps, elles ont considéré que c'est un aboutissement de piété, oui, mais les jeunes filles de 20 ans qui portent ça comme un étendard, elles s'autostigmatisent. Voilà, c'est simple, elles s'autostigmatisent. Je ne vois pas Ouais, autrement. exactement. Elles s'autostigmatisent. C'est ce que disait Chador Javan dans son livre Bas les voiles, où Bah, elle les disait voiles, oui. quand on porte le voile dans un pays où il n'est pas la règle, c'est que finalement on cherche à être vu. Oui, C'est, alors qu'à l'origine, pour revenir à l'origine, parce que moi j'aime bien l'histoire un peu, enfin la petite histoire en tout cas de le hijab, comme on dit en arabe, c'est forcément caché, et dans le temps c'était pour passer inaperçu. Or là, on passe tout c'est sauf ça. inaperçu. Donc voilà, donc en fait, on n'est même pas cohérent. J'adore la cohérence. En tant que prof de maths, je ne peux pas supporter ce voile totalement incohérent. C'est-à-dire, à l'origine, c'était vraiment pour passer inaperçu, et voire parfois oui, par exemple, quand une femme, je ne sais pas, peut-être elle voulait voir son amant, qu'est-ce que j'en sais, elle pouvait mettre le voile pour que personne ne la voie. Donc, vous voyez, il y avait. Et là, en fait, on ne voit que ça. On ne voit que ça dans un pays comme la France. Hein, on ne va pas dire que ça. Maintenant, la polémique, est-ce que la France est d'une culture judéo-chrétienne ou j'en sais rien. Clairement, le voile ne faisait pas partie de la France en 1905, sinon la loi aurait trouvé une solution à ce signe ostentatoire. Eh bien, aujourd'hui, en France, une femme qui met le voile, elle est tout sauf invisible, elle est ostentatoire et elle s'autostigmatise. Elle a le droit, la loi le permet, mais elle s'autostigmatise, elle est ostentatoire, elle est incohérente. C'est ce que j'ai envie de dire. Elle a le droit de le faire, mais elle est incohérente et je ne peux pas comprendre sa cohérence. Je ne peux pas le comprendre. D'accord. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque quand même des personnes qui adoptent et qui défendent désormais l'universalisme, pardon, la laïcité française, et qui viennent ou de par leurs parents ou de par eux-mêmes, comme toi, de civilisation ou de l'ère arabo-islamique, ce sont quasi intégralement des femmes, en fait. C'est-à-dire que ce sont Oui, plutôt des euh, femmes, pourquoi? oui, ah, en fait, après, il y a Kamel Daoud, hein, mais on est C'est bien vrai. d'accord. Ouais, il y a Il Kamel y a Ah, Boualem mais Sansal, clairement, mais parce que mais les femmes ont beaucoup à y perdre dans l'islam. Hein. Bah, clairement, clairement. Enfin, je veux dire, vous voyez, j'avais pas regardé les statistiques, mais Kamel Daoud, parce qu'il dit qu'il est féministe. Moi, j'aime beaucoup Kamel Daoud. Là, ça fait quelque temps que je le lis pas beaucoup, mais enfin, voilà, bien sûr. Enfin, je veux dire, parce que les femmes ont à perdre beaucoup dans l'islam et dans l'illicite. Il y a plus d'illicite pour les femmes que pour les hommes, clairement. Donc, je comprends plus les femmes. Maintenant, je comprends pas les hommes qui ont des sœurs, qui ont des mères, qui ont des filles, qui soient pas à ce point féministes pour aussi nous rejoindre. Donc voilà, j'appelle les hommes de l'ère
comme vous dites, en tout cas du milieu arabo-musulman, eh ben de se joindre à nous, quoi. Clairement, on a besoin d'eux. Comme le féminisme à la française, il y a beaucoup d'hommes féministes. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'hommes du monde arabo-musulman qui voient dans la laïcité une émancipation de leurs sœurs, de leurs mères, de leurs épouses, de leurs amantes, de ce que je sais. Voilà. Oui, oui, mais parce que clairement, l'islam, quand on dit égalité, non, bien sûr que l'islam est inégal pour les hommes et les femmes, bien sûr, hein. Bien sûr. On a beau dire d'autres bêtises, c'est faux. Et Ouais, voilà c'est pas pourquoi nous, très les bon. femmes, on est contents d'être laïques. Et de vivre dans un pays laïque, surtout, pas d'être laïque. C'est ça. Ouais, Oui. je comprends. Je comprends. Et c'est vrai que oui, on a peu d'hommes, mais tu as eu raison de le rappeler, on a Kamel Daoud, effectivement, Oui, on a et Boualem Boualem Sansal, Sansal, bien sûr. on en a sûrement d'autres que j'oublie, effectivement. Oui, oui, évidemment, non, mais bien sûr, tu as raison. Mais Mais, voilà. mais oui, oui, donc on a quand même beaucoup plus de femmes. Et donc, dans ton livre, eh bien, effectivement, tu as quelques missives contre le voile, dirons-nous. Oui, Euh, mais oui, ouais, mais oui, mais parce qu'en fait, alors pourquoi, alors sincèrement, moi, franchement, ma mère porte le voile, hein, et je la taquine beaucoup, hein, mais voilà, elle porte le voile, elle a 85 ans, elle a fait le Hajj, elle porte le voile, mais il m'arrive de la taquiner et elle est d'accord avec moi. Elle trouve elle-même parfois que, elle-même, une fois, elle m'a dit, il y a pas longtemps, quand suis allée la voir au Liban, elle m'a dit, ah, c'est bizarre, hein, maintenant, partout les filles portent le voile, c'est bizarre. Elle-même, qui porte le ouais. voile, elle était étonnée. Ah oui, est-ce que j'ai envie de dire que je ne le dis pas beaucoup dans mon livre ou même là, genre, les gens qui pensent que c'est une réaction, j'ai envie de leur dire réaction à quoi? On dit en France réaction, soi-disant, au racisme français contre les Maghrébins. Faux, archi faux. Au Liban, il y a une mode de voile archi importante aussi. On est dans un pays libano-libanais, je ne vois pas comment dire, une réaction à quoi? En Égypte, on est passé de 10% des femmes voilées dans les années 50 ou 60 ou 70 quand il y avait Nasser à 85%. Je ne vois pas la réaction à quoi, à qui. Exactement. Donc, qu'on arrête aussi comme on dit, de s'autoflageller, de dire que c'est de notre faute, notre faute. Là, pour le coup, je me prends en tant que Française, que c'est la France parce qu'elle accueille mal et que donc, bon, ou alors elle racise. Enfin, bref, non, non, c'est un phénomène général. En Malaisie aussi, il y a de plus en plus de voiles, en Indonésie. Donc, il y a quelque chose. Alors, il y a un retour au religieux, il y a la mondialisation qui permet tout ça, mais il y a aussi un projet politique. Clairement, il y a un projet politique qui est peut-être, là pour le coup, malheureusement, universel. Voilà. Donc, revenons au voile. Alors, je ne vais peut-être pas tout dévoiler parce que je voudrais que les gens le lisent, mais clairement, donc moi, j'accueille ce jeune homme. Et ça vaut le coup de le lire, ouais, Oui, effectivement. donc moi, j'accueille ce jeune homme et je fais tout pour lui, mais vraiment, je fais tout. C'est-à-dire, j'ai passé une année, mais archi difficile. Alors, même les quelques pages que j'ai consacrées ne sont pas suffisantes pour dire à quel point ça a été difficile. Et quand je vois que lui, il pourrait prononcer, il pourrait dire à une jeune fille d'ici, tu vas porter le voile, je me dis, est-ce normal que moi, j'accueille quelqu'un pour aller embêter les filles des autres? Elle est où la logique? Elle est où la cohérence? Évidemment que je suis solidaire, mais la solidarité a des limites. Dans quel sens? Pas des limites, genre je vais le laisser partir. La limite, c'est de lui dire non, ça se fait pas, ça c'est stop. Je ne vais pas, moi, accueillir un jeune homme qui va aller harceler ou dire à une autre fille, à une fille de ses connaissances, tu vas porter le voile. C'est pas ça. Moi, j'accueille et je forme. Voilà. Donc, moi, je suis. Peut-être certains considèrent que c'était un peu paternaliste, mais je pense que ce n'est pas l'aider à ce jeune homme de ne pas lui dire qu'en France, on ne dit pas à une fille porte le voile. Voilà. C'est simple. En Afghanistan peut-être, mais pas en France. Et ce n'est pas, et ce n'est pas le stigmatiser de lui dire ça. Au contraire, c'est l'éduquer, l'accompagner, si vous voulez. C'est plus joli le mot accompagner. C'est l'accompagner dans sa nouvelle vie qui est laïque, j'espère. Voilà. Et donc Ouais, voilà c'est pourquoi ça. j'ai eu une missive contre le voile. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est. Alors, ton discours est intéressant dans son ensemble, mais là, ce que tu viens de dire, je trouve, est extrêmement intéressant. C'est que tu nous dis, en gros, que finalement, eh bien, la France doit peut-être arrêter d'avoir honte, en fait, de ce qu'elle est, et que, eh bien, comme toi, tu le fais, puisque tu t'es approprié les concepts français, tu es désormais française, peut-être même mieux que certains Français, parce que tu connais ces concepts et que tu les transmets. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour un Français? Ou pour une Française en l'occurrence. Et du coup, est-ce que nous, les Français, on n'est pas un petit peu timide en fait? C'est-à-dire que
on est quand même beaucoup paralysé par cette accusation de racisme et du coup, on n'ose même plus transmettre notre propre culture sur son sol historique. On a peur parce qu'on est raciste si on le fait. C'est d'ailleurs un petit peu le discours de Europe Écologie Les Verts où tu as milité. C'est un peu leur Oui, oui, discours. oui, clairement. D'ailleurs, je milite plus. Oui, oui. Bah alors en fait, oui, bah clairement. Alors moi, par exemple, enfin, moi j'ai des idées parfois assez, assez radicales. Le racisme, je ne sais pas. Moi, je viens d'un pays très très raciste. Le Liban, je pense que c'est là où j'ai rencontré les gens les plus racistes. Enfin, vraiment, on a un sentiment de supériorité de malade. Donc, si c'est pas ça le racisme, je sais pas ce que c'est. Donc, ça fait 30 ans que je vis en France. Moi, clairement, je n'ai jamais subi le racisme. Je viens croire que d'autres l'ont subi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, je ne l'ai pas subi. Donc, voilà. Donc, c'est pas, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en parler. Mais je ne considère pas que la France est un pays raciste. De un. De deux, si on revient toujours au colonialisme, moi, parfois, je me dis, une fois, j'ai dit, je préfère payer 2 fois plus d'impôts que de passer mon temps à m'autoflageller. C'est-à-dire les Français, au lieu de s'autoflageller encore pendant 50 ans, s'ils pensent devoir un gros chèque, vraiment pour des compensations, je peux comprendre l'esclavage par là, le colonialisme par là, pourquoi pas, on fait un chèque, mais après, comment dire, c'est pas on est fier de ce qu'on est, on est fier de ce qu'on fait. Moi, je suis Mm. jamais fière de ce que je suis fière de ce que je fais. Moi, je suis fière d'avoir accueilli chez moi un Afghan. Mais je suis fière de la France qui accueille plein de réfugiés politiques. Bon, voilà. Donc, voilà, je suis pas. Il faut le dire. Donc, arrêtons de s'autoflageller. S'il faut payer pour certains, pour des excès, voire pour des choses totalement, comment ça, qu'on a pu dénoncer et qu'on a reconnu, faut faire un chèque, il faut faire la paix avec nous-mêmes et continuer à, comment dire, à faire profiter tous ceux qui arrivent chez nous de nos acquis sociétaux qui sont l'égalité homme-femme. C'est-à-dire c'est le plus grand trésor qu'on ait en France, puisque la moitié de l'humanité est une femme. Eh bien, je vois pas pourquoi on ne martèle pas matin, midi et soir qu'en France, l'égalité filles-garçons, elle est déjà théorique et on essaie de la mettre en pratique et qu'on voudrait absolument pas d'une autre tentative de culture de nous dire finalement, ben en fait, la fille accepte d'être moins. Non, non, elle n'accepte pas, elle ne sait pas et on ne va pas rentrer là-dedans, on ne va pas revenir en arrière. Donc la France, les Français, s'ils ont envie de payer un chèque, ben, ils payent un peu plus d'impôts, mais ils ne payent pas de leur personne, ni de leurs valeurs, ni de leurs principes. Nos principes d'aujourd'hui sont très beaux, il faut les garder. La laïcité, c'est l'antiracisme, totalement. C'est l'ouverture, c'est l'accueil inconditionnel de tout le monde. C'est ça la laïcité, c'est-à-dire d'où tu viens, je t'accueille. C'est exactement ça. Donc il ne peut y avoir d'antiracisme. Ça, on ne doit absolument pas transiger. Maintenant, si on considère que dans le temps, il y a 50 ans, il y a 100 ans, clairement, oui, on a failli, eh bien, réglons ce problème-là une fois pour toutes, au lieu de tout le temps rester dans l'autoflagellation, dans le néocolonialisme, le ceci, le cela. Non, en fait, il faut avancer. Je trouve qu'on n'avance pas. Et moi, j'ai le luxe de venir du tiers-monde et d'avoir cette facilité à le dire sans être taxée de quoi que ce soit. Et c'est un luxe. Enfin, je suis En taxée effet. quand même de pas mal de choses, mais je ne m'arrête pas. Parce En que, effet. parce que c'est un suicide. C'est un suicide pour les Français et c'est un non, comment dire, c'est un non-accompagnement pour les autres. Juste pour revenir à mon jeune Afghan, ce jeune Afghan, s'il avait fait quelque chose d'illégal, parce qu'il a, parce que, admettons, s'il avait harcelé une fille parce qu'il pensait que dans sa culture, on peut aller plus loin, eh bien, il aurait eu des soucis juridiques, il n'aurait jamais pu avoir ses papiers. Donc, c'est pas l'aider de ne pas l'éveiller aux nouvelles lois, à la loi égalité filles-garçons, à la liberté d'expression, à ceci et cela. Ce n'est pas l'aider. Là, maintenant, il a ses papiers et tant mieux pour lui, etc. Donc, accompagner les gens, c'est au contraire leur rendre service. Moi, c'est ce que je pense. Effectivement, et avant d'aller dans ton sens, tu m'as fait penser à quelque chose, c'est que tu m'as fait penser à Huntington et à son choc des civilisations, Oui, même si ce livre a mauvaise presse, je le sais, mais en tout cas, à un moment, Huntington dit les Français sont pas tellement racistes, en fait, c'est les premiers à avoir mis une personne noire dans leur parlement, je crois que c'était au 19e siècle, au début du 19e siècle. Il dit par contre, les Français, c'est vrai qu'ils ils tiennent beaucoup à leur culture.
Et en fait, quand on respecte pas leur culture, les Français se fâchent assez vite et deviennent très vite agressifs et condescendants. Mais quand on respecte leur culture, en fait, ils vous acceptent comme un Français comme les autres. Et en fait, tu m'y as fait penser en disant que, parce qu'en fait, tu n'es pas la seule à me l'avoir dit, mais tous les gens qui finalement aiment ce pays, s'y intègrent, vivent peu ou pas du tout de racisme, en fait. Ils n'en ont jamais connu. Donc, est-ce que quand les Français rejettent, mis à part l'extrême droite, on sait, il y a des tarés, il y a des gens un peu racistes qu'on changera jamais. Mais je veux dire, dans son ensemble, la société française ne me paraît pas raciste, mais est-ce que tout simplement, elle ne rejette pas ce qui est, comment dire, ce qui vient contrarier sa culture, contrarier sa civilisation, comme le voile qui revient de manière récurrente dans le débat en France, parce que c'est quelque chose qui choque, en fait, la culture française. Voilà. Je sais pas ce que tu penses de ça. Oui, moi je suis d'accord. Alors, moi je suis d'accord, évidemment. Moi aussi, ça me heurte. Moi, le voile me heurte. Bon, voilà, la loi le permet, on est dans un pays assez libéral, etc. Ça me heurte. Moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il peut y avoir des discriminations, mais il y a des discriminations surtout. Il y a des discriminations sur le nom, sur le physique. Les beaux bah, sont bien privilégiés, les moins beaux, etc. Il y a évidemment des discriminations, il y a des préjugés, il y a ceci. Mais clairement, moi, je pense aussi, après, sincèrement, j'ai pas envie, moi, comment dire, le fait que je vienne du Liban me permet vraiment de dire que, évidemment, il doit y avoir des racistes en France, ça c'est sûr, mais comme partout. Mais jamais je ne dirais que la France est un pays raciste. Mais vraiment, c'est-à-dire, clairement, on n'a pas de loi raciste. À partir de là, rien de systémique, absolument pas. On combat le racisme. Le racisme est un délit. Alors qu'il y a encore des comportements racistes, ça évidemment. Mais je veux dire, depuis combien d'années il y a des lois antiracistes? À partir de là, au Liban, il n'y a pas forcément des lois antiracistes. Moi, je viens d'un pays où le racisme s'exerce au quotidien. On a du racisme, c'est marrant. Il y a 2 jours, c'est incroyable. Il y a 2 jours, je lisais un truc. Être libanais, c'est pas être blanc de peau. Parce qu'en fait, la nationalité au Liban se transmet par le père et pas par la mère. C'est simple. Moi, par exemple, mes enfants ne sont pas libanais parce que leur père n'est pas libanais. Donc, voyez le niveau. On en est encore là. Donc, moi, je ne transmets pas la nationalité à mes enfants parce que je suis femme. Mais par exemple, les Libanais, oui, ils se considèrent blancs. Ils sont blancs de peau. Enfin, c'est pas les blancs à la française, mais c'est pas les. Voilà, ils sont pas. Mais parfois, il y a beaucoup de Libanais qui vont en Afrique, etc. Bon, voilà. Et puis, peut-être soit des enfants illégaux hors mariage ou voire des enfants, on va dire, dans un mariage, ils arrivent à avoir une peau métisse. Oh là, bah, je peux vous dire qu'on les considère même pas comme Libanais, quoi. Alors que leur père est Libanais, là, pour le coup. Et là, il y avait une jeune femme, 20 ans, elle a dit être libanais, c'est pas forcément être blanc. Je suis libanaise et j'ai la peau un peu mate. Donc, venant de ce pays-là, sincèrement, c'est pas que je relativise, mais je vois que c'est absolument pas vrai. C'est-à-dire des comportements racistes, oui. Je veux dire, sur les 65 millions de Français, oui. Comme il y a des grossophobes, comme il y a toutes sortes de phobies, eh bien, il y a des racistes. Le pays, il n'est pas raciste. On n'a aucune loi raciste. On n'a que des lois antiracistes. Euh, et que évidemment on est heurté et je peux comprendre ceux qui sont heurtés. Alors voilà, il y a la justice pour régler les choses. Évidemment, j'invite tout le monde à ne pas être violent. On peut être heurté et le dire. Il faut juste faire le dire. On doit le dire. On a le droit de le dire. Voilà. Quand je dis liberté d'expression, on a le droit de dire que le voile heurte. Le voile des fillettes, non seulement il heurte, il me rend malade. Voilà, c'est un message à Émeric Caron et Mathilde Panot. J'ai fait, avec ma fille, on a écrit à 4 mains une tribune dans Marianne pour dénoncer les paroles, mais totalement dangereuses de Émeric Caron et de Mathilde Panot, qui trouvent que le voile de la fillette, ce n'est un non, c'est un non-sujet. Moi, ça, c'est pas que ça me heurte, ça me rend folle. Ça me rend folle. Et les Français ont le droit de se rendre fous, entre guillemets, de rage, pas de violence, quand on voit des hommes politiques et des femmes politiques élus relativiser, minimiser l'impact d'un voile pour une fillette de 5 à 6 ans. Et c'est Émeric Caron qui a donné cet âge-là. Il a dit, le voile d'une fillette de 5 6 ans ne me gêne nullement. Nullement. Il est nul. Voilà, il est nul. Il a beau être antispéciste, il est nul. Donc non, ça nous heurte, on a le droit de le dire. Voilà, c'est simple, on doit le dire. On doit le dire, on a le droit de le dire. Et même de le Ouais. crier. Voilà. Et je voudrais que nos hommes politiques et nos femmes politiques qu'on a élus parce que les pensants laïcs,
les pensants universalistes, qu'ils le disent de temps en temps, qu'ils aient le courage de dire, ah ben non, là, ça va plus du tout. Là, non, une fillette, on va pas la voiler. On va pas la voiler. Et on a le droit de le dire, on a le droit de le crier même. On C'est n'a pas le vrai. droit de... C'est On n'a pas vrai. le droit... Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu me fais penser à deux choses. La première, c'est que effectivement, plus on rentre dans la conflictualisation des idées et moins on est dans la violence physique. C'est-à-dire qu'il faut pas oser, enfin, il faut oser cliver. C'est le philosophe Miguel Benassayag, ouais, qui écrit un beau livre là-dessus qui s'appelle L'éloge du conflit et qui nous montre justement que plus on ose aller au conflit, plus on ose cliver au niveau des mots et moins on le fait au niveau de la violence. Donc ça, c'est une bonne chose. Oh, c'est Et une puis bonne chose. voilà. Et puis le second point. C'est de dire que ces gens comme Émeric Caron ou comme Mathilde Panot, c'est sûr que là où ils habitent, leurs enfants ne porteront jamais le voile. On est dans la condescendance que tu dénonçais du début, hein, cette condescendance pour le coup, de bobos blancs privilégiés qui, eux, en fait, ne savent pas ce que ça va faire dans la tête d'une petite fille que de porter le Mm, mm. voile et d'avoir honte de son corps. Eux, ils savent pas, ils connaissent pas ça. Donc pour eux, Émeric Caron disait que c'est pareil que faire un baptême et porter une croix chrétienne. Oui, Bah, Émeric Caron, il n'a pas dû parler avec beaucoup de femmes voilées, je pense. oui. Parce qu'on sait que psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, moi, ce qui m'a rassurée, parce que quand j'ai fait ma tribune, évidemment, j'ai eu des critiques de mon entourage, genre, oh là là, tu critiques ces deux-là alors qu'ils sont pro-palestiniens. Ils essaient, je veux dire, enfin bon, bref, on peut être pro-palestinien et anti-islamisme, déjà, de un. De deux, franchement, j'ai envie de dire que le peuple palestinien mérite mieux que des gens comme ça électoralistes. Mais C'est clair. clairement, ce qui m'a choqué, enfin, ce qui m'a un peu rassuré, je ne sais pas si vous l'avez entendu, enfin, ce n'est pas très important. Émeric Caron, il est antispéciste, tout le monde le sait, donc il est pas mal aussi anti-corrida. L'association anti-corrida l'a rejeté de son association à cause de sa phrase sur le voile. Ils se sont dit, comment il peut défendre les animaux s'il peut même pas défendre une fillette? Et c'est ça, elle est où la cohérence? Je veux dire, il a plus d'égard pour une coccinelle que pour une fillette, comme tu dis, qui doit avoir honte de son corps dès ses 6 ans. Comment elle va se construire? Mais comment est-ce possible? Et donc, en fait, il a été rejeté comment dire, à l'unanimité d'une association anti-corrida. Lui qui est hyper antispéciste, donc a priori, il a sa place là-dedans. Eh bien, ils ont considéré que ce n'était pas conciliable, qu'on ne peut pas dire cette phrase concernant le voile de la fillette et faire partie de Anticorrida. Vous voyez, et c'est ça. Et ça m'a rassurée. Donc, Émeric Caron, réveille-toi. Voilà, c'est ça mon message pour lui. Effectivement, d'autant qu'on est quand même dans un pays qui a, à juste titre, interdit les minimis pour éviter de sexualiser des enfants, et dans un pays Oui, qui, ayant interdit les minimis, refuse d'interdire les minimis voilés, oui, qui voilà, vous voyez, c'est ça. sexualisent Donc, les enfants de la même manière. oui, oui, Donc oui. c'est un peu incohérent. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder, Fida, que je n'ai pas Euh, abordé et qui te serait, qui ah, t'est cher? ah oui, c'est intéressant, intéressant. Ben nous, Prends en deux fait, oui. minutes. Ben oui, en fait, justement, là, pour faire la suite avec l'histoire de Émeric Caron, voilà, je ne veux pas, absolument pas parler du conflit israélo-palestinien parce que ce n'est pas le sujet, mais je tiens à préciser qu'on peut être totalement pro-palestinien, totalement anti-Netanyahou et dénoncer le voile. On peut être totalement pro-palestinien et totalement anti-Netanyahou et dire que ce qui arrive à Boualem Sansal est injuste, est tellement impossible. Or, malheureusement, je ne sais pas si vous voyez la connexion, on a l'impression qu'il faut absolument, quand on est pro-palestinien, style Mathilde Panot, et il n'y a aucun souci, ils ont le droit d'avoir cette position-là, et d'un coup, ils n'ont même pas voté la loi qui veut demander la libération rapide de Boualem Sansal. Je trouve ça tellement incohérent. Incohérent déjà, c'est-à-dire on est pour la libération d'un peuple, mais pas de Oualem Sansal, je ne vois pas pourquoi. On est la libération d'un peuple palestinien, mais pas de la fillette, je ne vois pas comment. Il n'y a pas de cohérence, il y a de l'hypocrisie, il y a de l'électoralisme, il y a, j'ai envie de dire, de la folie. Non, il faut qu'il y ait de la cohérence. C'est-à-dire, moi, vraiment, j'ai envie de dire, j'aurais été palestinienne, eh bien, j'aurais pas trouvé ça cohérent ni juste que Émeric Caron comment dire, ne milite pas pour la libération de Boualem Sansal, un écrivain de 80 ans, amoureux de la langue française, amoureux de la liberté des femmes, amoureux tout court et doux. Et j'ai lu plusieurs de ses livres, c'est absolument pas un violent. Il va croupir pendant 10 ans pour avoir écrit, pour avoir dit que la frontière, c'est peut-être pas ça. Comment Caron, qui est antispéciste, hein, revenons à son antispéciste, qui a des égards pour une coccinelle, il n'a pas d'égard pour. Donc, c'est pas cohérent.
donc c'est hypocrite, donc c'est électoraliste, donc c'est injuste même pour la cause palestinienne. Moi, voilà, la cause palestinienne, le peuple palestinien mérite mieux que ça. Et j'ai vraiment envie de le dire, il n'y a pas de connexion entre l'islamisme et la justice ou la paix juste pour les Palestiniens. On peut œuvrer pour la paix juste pour les Palestiniens et dénoncer matin, midi et soir l'islamisme et tout ce qui se rapproche à l'islamisme. Tout, absolument tout, à commencer par ce qui se passe contre Boualem Sansal. Et c'est ça, vraiment, arrêtons de connecter ces deux choses-là. Ces deux choses différentes. La paix juste, c'est un combat totalement laïque, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la laïcité, aussi prendre la liberté et la justice, évidemment, et la liberté des peuples, rien à voir avec l'islamisation des corps, l'islamisation des discours, l'islamisation des esprits. Ce sont deux choses différentes. Et malheureusement, ils me convainquent plus, ces gens-là, quand ils ne dénoncent pas l'emprisonnement de Boualem Sansal. Ils ne peuvent pas me convaincre. Et ça veut dire qu'ils n'y croient pas à ce qu'ils disent. C'est faux comment dire, c'est préjudiciable. Il faut pas s'étonner après qu'on soit absolument déçu de LFI, ça clairement. De la NUPES, je ne sais pas. Le front de gauche, il va falloir faire une sorte de tri. On ne peut pas être de front de gauche et ne pas appeler à la libération de Boualem Sansal. On ne peut pas. Voilà, c'est simple. Et à la libération des fillettes voilées. Voilà. C'est ça la gauche aussi. C'est l'émancipation des corps et des esprits. Eh Et ben, écoute, le corps, c'est la fillette et les esprits, c'est Boualem Sansal. c'est une conclusion parfaite hein, Eh ben, super. qui est magnifique et qui va très bien avec ton livre. Je mettrai un lien en description pour ceux qui veulent l'acheter. Un très très bon livre, très bien écrit, qui se lit très facilement. Et il fait Oui. partie de cette catégorie de livres qui se lit très facilement, mais qui très facilement vous fait rentrer des concepts qui sont beaucoup plus complexes finalement, mais par l'expérience. C'est pour ça que c'est plus simple à la lecture, mais c'est un livre qui est néanmoins extrêmement intéressant et très rigoureux, mine de rien, dans la pensée. Oui. Eh ben, Merci merci beaucoup, Fida. hein, Cyril, pour cet entretien, pour ce débat. Très enrichissant, très intéressant. Je comprends ton intranquillité. C'est ça, en fait, finalement, on partage une certaine intranquillité. C'est ça l'idée du Complètement. livre, c'est de pouvoir partager mon intranquillité pour que on puisse trouver des solutions communes. Moi, toute seule dans mon coin, eh bien, voilà, plus on parle, moins on est violent. Voilà, il faut parler. Complètement. Il faut parler et Complètement. on continuera à le faire. Et merci à toi, Fida, Merci. d'avoir accepté de nous donner un petit peu de temps et de nous expliquer un petit peu toutes ces choses-là que tu as pris le temps de nous expliquer aujourd'hui. Je te dis OK. à très bientôt. Merci, Cyril. Bonne journée.